Ce soir, nous allons nous intéresser à la nouvelle stratégie politique mise en place par Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Ce sera au mois de novembre, un scrutin qui s'annonce défavorable pour son camp. Et voilà qu'il tente d'ores et déjà d'influer sur ces élections, et ce par plusieurs moyens. C'est ce que nous allons voir avec mes invités. Bonsoir Ayché Gulsert. Bonsoir. Vous êtes journaliste et professeur affilié à l'école de journalisme de Sciences Po. Puis une petite précision, vous avez participé dernièrement à cet ouvrage collectif qui s'appelle « Les 101 mots de la francophonie » en partenariat avec TV5 Monde. En ligne également avec nous pour ce débat, Romuald Siora. Romuald, vous êtes chercheur et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Vous êtes en direct depuis New York. Je vais vous voir dans un petit instant, Romuald Siora. Et c'est Gulsert, nous sommes donc à 4 mois de ces élections de mi-mandat. Redites-nous en quelques mots l'importance et la portée de ce scrutin et les tendances actuelles, je le disais, pas favorables pour les Républicains. Traditionnellement, pendant les élections de mi-mandat, donc quand le Sénat et ce qu'on appelle la Maison des représentants, ceux que les deux font le Congrès américain, généralement, c'est défavorable au président qui est en place. Donc, actuellement, ce sont les républicains qui ont les deux maisons. Donc, ça veut dire que quand le président des États-Unis ou le parti politique, donc le gouvernement veut faire passer une loi, ce qu'ils essayent de plus en plus sous le deuxième mandat, donc depuis 1 an et demi de Donald Trump, ça va passer du Congrès, et donc ça va être facile ou très difficile. Ça dépend de si ce sont les démocrates ou les républicains qui l'ont. Donc, quand il y a eu sous Joe Biden ces élections-là, ce sont les républicains qui ont remporté le Congrès. Aujourd'hui, ce qu'on va voir au mois de novembre, normalement, ce qu'on voit, c'est que ça va être défavorable aux républicains et donc à Donald Trump. C'est les premières tendances qui remontent du terrain. Exactement. On le sait, Donald Trump, il n'a jamais accepté sa défaite face à Joe Biden en 2020. Et donc, il prépare ses soutiens à contester le résultat de ces élections de mi-mandat au cas où il y aurait une défaite de son camp. Et il a déjà mis une pièce dans la machine. C'était au mois de juin, écoutez. Sur plusieurs années, à partir de l'élection présidentielle de 2020, la Chine a mené ce qui apparaît comme la plus grosse opération de piratage de données électorales de l'histoire, aboutissant à l'acquisition illicite par la Chine de 220 millions de fichiers d'électeurs américains. Ces données comprennent les noms, adresses, numéros de téléphone, préférences politiques et autres données sensibles qui seraient nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales et de mener d'autres activités malveillantes, ce qui est précisément ce qui s'est produit. Romuald Siora, on le voit, Donald Trump, il commence déjà à contre-attaquer alors que la défaite n'est pas encore là. Peut-être vous avez tout à fait raison. Et il n'y a pas eu que début juin, il y a eu le fameux discours du 4 juillet dernier, lorsque Donald Trump nous parle du danger communiste à nos portes ou qui risquerait de submerger l'Amérique, croyez-moi. Je ne vois pas de danger communiste ici, prêt à nous submerger. Ensuite, il y a évidemment le discours, l'adresse à la nation de la semaine dernière, un discours très anxiogène, nous expliquant que donc les méchants Chinois avaient truqué des élections, avaient fait perdre Donald Trump en 2020. Alors, on se pose quand même une question, il y a toujours des petites contradictions avec Donald Trump. Si les Chinois ne veulent absolument pas de Donald Trump et s'ils ont réussi à manipuler les élections alors que Donald Trump était à la Maison-Blanche, comment ont-ils raté leur coup lorsque Donald Trump a été réélu en 2024 ? Mais bon, ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, il est très clair. Donald Trump et son entourage, car n'oublions jamais une chose, c'est que Trump de haut n'a rien à voir avec le premier Trump, ce n'est plus un homme isolé qui a été élu, c'est un homme la dernière fois qui est arrivé au pouvoir avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite radicale, très structurée, dont les principaux représentants sont des idéologues et des stratèges de très haut niveau. J.D. Vance, vice-président, Suzy Witt, secrétaire général de la Maison-Blanche. Et toutes ces personnes ont une stratégie très claire, d'abord se maintenir au pouvoir. Donc bref, aujourd'hui, on commence déjà à amorcer le fait que ce résultat sera sans doute manipulé par l'ennemi de l'intérieur communiste et l'ennemi de l'extérieur communiste chinois.
afin évidemment de contester le résultat. N'oublions pas une dernière chose, Trump est la seule personne à avoir tenté un coup d'État sérieux dans l'histoire des États-Unis. Si ça n'a pas marché le 6 janvier 2021, c'est parce qu'à l'époque, le vice-président s'appelait Mike Pence. Alors là, effectivement, on vient d'entendre Donald Trump qui accuse la Chine du plus gros piratage des données électorales de l'histoire. On a bien compris qu'il y a une désignation d'une ingérence étrangère. Mais il veut également parler de transparence dans son propre pays. Écoutez ce qu'il disait à la suite de cette déclaration. Si l'on examine la situation actuelle du scrutin, on constate qu'elle est très préoccupante dans de nombreux États et nous nous engageons à y remédier. Nous nous engageons également à collaborer avec ces États et ces collectivités locales pour les aider à corriger et à pallier les failles techniques connues avant les élections de mi-mandat. Des élections très importantes approchent. Nous voulons que ces élections se déroulent dans la transparence. La transparence, Ayşe Gülsert, c'est un mot qui va marteler ces prochaines semaines, Donald Trump. Oui, mais la transparence, c'est un mot qui est tellement l'opposé de ce qu'il est en réalité. C'est-à-dire que c'est un homme qui, même avant de devenir président, qui dans ses business a toujours, non seulement vous avez dit, il n'aime pas la défaite, mais il n'aime pas non plus la vérité. Donc il ment tout le temps, et donc il essaie d'en s'en sortir. Alors premièrement, il faut dire que constitutionnellement, donc selon la Constitution des États-Unis, le 22e amendement, normalement il peut même pas se représenter comme président. Là, depuis quelques mois, il nous arrête pas non plus de nous marteler avec 4 more years, encore 4 ans. C'est-à-dire qu'aux élections de 2028, bien sûr, il y a le novembre 2026, il y a aussi les élections présidentielles de 2028, comme s'il pouvait, comme ça, changer la Constitution. Or, il faut, comme on le sait, plus de 2/3 des États et du Congrès. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a une rapidité avec laquelle la démocratie américaine aujourd'hui a été presque démantelée. C'est-à-dire que tout ce qu'il essaye de faire aujourd'hui pour les élections du mi-mandat, en réalité, il n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, selon la Constitution, ce sont aux États de choisir et de décider comment, plus ou moins, les scrutins vont être dirigés. Là, il parle qu'on ne peut plus voter par correspondance. Oui, il vient de restreindre le vote par correspondance, par exemple. Exactement. Donc, il essaie vraiment de viser les démocrates, en réalité. Donc, ceux qui voteraient pour les démocrates. Il va à la chasse aux faux électeurs, a-t-il dit. Oui, mais ça, Qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça ? Ce sont les sans-papiers, ce sont les immigrés. Il faut toujours, pour les États-Unis, il faut toujours un ennemi. Donc, comme Romuald disait, si ce n'est pas les Chinois, c'est les communistes. Quand il disait de communistes, ils sont en train de montrer les démocrates progressistes, comme par exemple le maire de New York, que Steve Bannon, qui était un ex-conseiller de Donald Trump, ou Trump, nomme de communistes. Donc il faut un ennemi. Donc si ce n'est pas eux, de l'intérieur, ça va être les immigrés. Donc ça va être ceux qui ne sont pas supposés voter. Ou bien les pauvres. Ou bien les minorités. Tout ce qu'ils demandent comme façon de changer, de voter aux États-Unis, en réalité, ça ne fait que couper les votes des démocrates. Romuald, justement, pour compléter ce que nous dit Ayşe Gülsert, Donald Trump, il vient de faire passer une réforme baptisée Save America Act, la loi pour sauver l'Amérique. Et là aussi, c'est un durcissement des conditions de vote, également dans le but d'influer sur les midterms. Bien évidemment, écoutez, juste une petite chose. Quant au vote par correspondance, l'ironie quand même, c'est que Donald Trump a quasiment toujours voté par correspondance et qu'il se félicitait de la fiabilité de ce mode de scrutin avant de se rendre compte qu'aujourd'hui, celui-ci lui était défavorable. Bien évidemment, ces nouvelles mesures ont pour objectif de manipuler, entre guillemets, en tout cas, de pouvoir avoir une forme, comment dirais-je, de pression, d'articuler tant soit peu ces élections. Ce qui vient d'être dit est très très juste. Écoutez, regardez depuis plus d'un an, un an et demi que Donald Trump est revenu au pouvoir, une fois encore, avec cette extrême droite ultra radicale. C'est très important de se rappeler que Trump n'est plus seul. Et c'est pour ça que les choses sont très différentes que durant son premier mandat. La démocratie américaine est attaquée de toutes parts. Certaines prérogatives du Congrès reniées au profit de la Maison-Blanche, judiciaire en partie entre les mains du bureau ovale, agences fermées ou mises au pas, université. Je travaille avec l'Université Columbia qui vient de publier mon dernier livre aux États-Unis. Je peux vous dire qu'il y a des départements qui sont mis sous tutelle. Médias publics fermés, médias privés sous pression. Combien de présentateurs ont été virés sous la pression de la Maison-Blanche, garde nationale déployée légalement, ICE, police de l'immigration qui est devenue une police politique. Bref, j'en passe. Donc rien d'étonnant à voir cette administration qui sait
qu'elle est en difficulté en vue de ces prochaines élections. N'oublions pas que même la base MAGA, l'électorat de cœur de Trump, est en train de se détourner de ce président qui avait promis de ne pas nous entraîner dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Donc bref, une administration fragilisée, un président fébrile sur la scène nationale. Donc oui, toute mesure dont celle dont vous parlez a pour objectif, évidemment, de prévenir un succès des démocrates lors des prochaines élections en novembre prochain. Romuald Siora, redites-nous un petit peu ce que vous avez commencé à nous raconter là par rapport aux remontées du terrain que vous voyez. La base MAGA de l'électorat de Trump commence à ne plus suivre le discours de Donald Trump. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Exactement. Écoutez, en plus de 10 ans, c'est la première fois qu'on voit cet électorat, ces gens dont il a eu besoin le 6 janvier 2021 lors de l'assaut contre le Congrès et dont il pourrait avoir besoin peut-être prochainement dans des circonstances similaires. On a vu ces gens commencer à se détourner de ce président qui, je le répète, avait promis de ne pas nous entraîner dans une guerre style Irak ou Afghanistan. Et nous sommes depuis plusieurs mois en guerre avec l'Iran, une guerre sans stratégie. Et surtout, ce qui n'est pas passé chez les MAGA, c'est ce qui est ici jugé, à raison, comme une capitulation, ce protocole qui a été signé à Versailles. Et les MAGA sont peut-être pas tous des gens très cultivés, mais il ne faut pas non plus les prendre, pardonnez-moi l'expression, mais pour des crétins. 300 milliards d'investissements potentiels en Iran, avoir gelé qui seraient reversés aux Iraniens, etc. Ils savent quand même, et ça l'histoire leur a appris, qu'en principe c'est quand même pas le vaincu qui touche de l'argent à l'issue d'une guerre. Donc oui, une partie importante de cet électorat est remontée contre Donald Trump, et donc c'est aussi pourquoi il y a eu cette succession de discours anxiogènes qui a pour objectif de redynamiser sa base face aux dangers communistes qui nous menacent à l'intérieur et à l'extérieur. Ayşegül, certes, Romuald Siora vient de nous en parler à un instant. Parmi les cibles de Donald Trump, il y a aussi les médias, notamment NBC, ABC, deux chaînes qui ont décidé de ne pas diffuser l'un de ses discours dernièrement. Là, il a carrément menacé de leur retirer leur licence. Ça va être l'autre cheval de bataille de Donald Trump, les médias et notamment certaines chaînes de télé. C'est là où on voit ce que Romuald dit très justement, la différence entre le premier et le deuxième mandat. C'est-à-dire dans le premier mandat, c'était des fake news, quand il disait des fake news, de la désinformation, quand il parlait de CNN par exemple, ou bien du New York Times. Aujourd'hui, littéralement, il y a des procès qui sont faits contre, non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Là, il dit que ces deux médias font partie du complot et que ces chaînes, NBC et ABC, participeraient à la fraude. Ces mots sont choisis et sont directs. Tout à fait, et c'est du même livre que tous les dirigeants autoritaires suivent, que ce soit Erdogan, c'est toujours les artistes et les journalistes qui sont ciblés en premier. C'est là où on voit que la démocratie américaine, la plus grande démocratie dans le monde aujourd'hui, ne va pas très bien parce que les médias sont autant attaqués. La seule chose que je voulais rajouter, c'est que peut-être que la base, il n'a pas sa base MAGA qu'il avait, mais il a toujours la base des Républicains. Et ça, c'est très important. Il a le camp républicain derrière lui. Oui, même s'il y en a qui sont partis du parti en un sens. Parce que là, je regardais il y a quelques jours sur CNN, Jay Clayton, le candidat qui va être le député en un sens de tout ce qui est information, renseignement intérieur. Et quand on lui a posé la question, les députés démocrates, qui a gagné les élections de 2020, il a refusé de dire que c'était Joe Biden. C'est un ami très proche de Donald Trump, cet homme. Et il a dit que c'est Joe Biden qui a été certifié. Ils essayent de mettre le doute depuis plusieurs années dans la psyché des Américains pour montrer qu'on ne peut plus avoir confiance ni aux démocrates, ni à ce système américain. Et à nouveau, Donald Trump se présente non seulement comme un victime, mais aussi le sauveur. Justement, Romuald Siora, comment réagissent les démocrates? Est-ce qu'ils surfent justement sur ces propos de Donald Trump, où ils laissent un petit peu agir, et puis un peu comme une force tranquille, et puis ils agiront lors des midterms? Je me permets juste de rebondir sur ce qui a été dit, c'est tout à fait juste. Quand je dis que les MAGA, la base MAGA est fébrile et commence progressivement à s'éloigner, n'oublions pas quand même que le noyau dur de l'électorat MAGA est toujours fidèle à Trump, et que surtout les Républicains, le parti, le suit encore comme un seul homme. Et quand on parle du taux d'impopularité de Donald Trump, 35% de taux de popularité, c'est certes mauvais, mais c'est quand même un chiffre qui ne ferait pas lire d'envie Emmanuel Macron ou François Hollande dans son temps. Maintenant, pour ce qui est des démocrates, voyons les choses telles qu'elles sont. Ils sont totalement aphones sur la scène nationale depuis plus d'un an. Le parti est divisé plus que jamais. N'oublions pas quand même que les grands partis américains, surtout aujourd'hui le Parti démocrate, est plutôt un grand ensemble
au sein duquel coexistent des franges, des idéologies politiques très très différentes. Si on voulait synthétiser, pour donner un exemple au public francophone français, on a à la droite, à la gauche, on a des gens comme Mandani, le maire de New York, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, qu'on pourrait un peu facilement comparer à la France insoumise. Et puis à l'autre bout, vous avez des gens comme Kamala Harris ou Joe Biden qu'on pourrait comparer à Michel Barnier ou François Bayrou. Donc tout ça est très respectable. Et ce sont des gens qui n'ont pas vraiment la même vision des choses pour l'Amérique. Et donc beaucoup de mal déjà à parler d'une seule voix. En parallèle de cela, il y a, et j'ai ma carte du Parti démocrate, donc je peux en parler, il y a quand même beaucoup de médiocrité au sein du Parti démocrate et surtout un manque de pression des enjeux civilisationnels et de la crise que traverse la démocratie américaine. Tout le monde pense à son siège et à la prochaine élection. Donc pour répondre clairement à votre voix, il y a à votre question, est-ce que les démocrates vont se réveiller? Il le faudrait, sans aucun doute au moment des élections. Je pense qu'ils gagneront ces élections, mais en tout cas, cela sera plutôt dû à la politique désastreuse de Donald Trump qu'au talent du parti de l'âne, comme l'on dit ici. Et chez Gulsert, pour conclure, est-ce que selon vous, on pourrait imaginer tous les scénarios possibles en cas de défaite de Donald Trump à ces élections de mi-mandat? Est-ce qu'on pourrait revoir des scènes comme en 2021? Je crains que oui. Les États-Unis d'aujourd'hui, c'est vraiment un no man's land. C'est devenu un no man's land, c'est-à-dire un endroit où tout est possible. Et il pousse, durant son deuxième mandat, donc depuis 1 an et demi, Donald Trump, il pousse toutes les portes qu'il peut pousser. Et quand il n'arrive pas à les ouvrir, il essaye à nouveau. Donc je pense que les élections de mi-mandat, donc toute cette répétition qu'il fait au sujet des votes qui ont été volés, de la fraude, ça prépare non seulement les élections de mi-mandat, mais aussi les élections de 2028 présidentielles. Et je pense qu'il peut y avoir malheureusement à nouveau une scène comme on a vu de la Capitole, de l'assaut de la Capitole. Merci beaucoup Aïcha Gulsert d'avoir été l'invité de ce débat. Et merci à vous, Romuald Siora, d'avoir été avec nous en direct depuis New York. Merci beaucoup à tous les deux.